Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va se poser 2 ou 3 questions. Première question, est-ce que les ETF sont en train de pousser le prix vers le haut grâce à des afflux positifs extrêmement importants? Ça va être la première question. Deuxième question, est-ce qu'on est en train de pricer le halving? C'est-à-dire, est-ce que le marché ne serait pas un petit peu en avance sur ce que va nous proposer le halving plus tard? Et puis, également 2 ou 3 autres questions. Et comme d'habitude, l'analyse fondamentale, technique et sentiments sur Bitcoin, Ethereum, ainsi que le Total 3. Allez, intro. Alors, Bitcoin face au dollar en daily. Nous, personnellement, on était plutôt dans l'idée que Bitcoin allait venir sous la structure une dernière fois pour nous donner ce mouvement jusqu'aux 54 000, 55 000 dollars. C'est pas ce qu'il a fait. Il y est allé directement en ligne droite, donc parfait. On peut enlever cette boîte de liquidité là. Personnellement, aucun problème pour moi. Je préfère largement ne pas avoir un trade, puisque là on cherchait du long sur cette zone-là, ne pas avoir un trade, mais voir mes portefeuilles s'apprécier, que de, tout simplement, on va dire, avoir une mauvaise lecture, on va dire ça comme ça. Donc ce mouvement-là, on l'a eu, on est désormais ici sur la borne haute, vous le voyez, sur des endroits sur lesquels le prix pourrait éventuellement corriger si jamais il y a refus de casser tout simplement l'élargissement symétrique de sommet qui est celui-ci, c'est-à-dire ce mégaphone-là. Pour le moment, pas de signe de refus, si ce n'est effectivement le fait qu'on a méché légèrement au-dessus et qu'on est en train de temporaliser. Donc on va analyser un petit peu ça, on va analyser surtout le funding, toutes ces choses-là. Donc ça sera dans la partie sentiment, plutôt à la fin de la vidéo. Est-ce que c'est une zone de rejet, là, ici, et Bitcoin aura besoin de ressourcer pour venir faire la vraie cassure, ou alors est-ce que on est déjà en train de casser cet élargissement symétrique? Je rappelle que cet élargissement symétrique, il a une target autour de, autour des 65 000, 66 000 dollars dorénavant. Je vérifie juste quelque chose. 1, 2, 3, 4, donc on est plutôt comme ceci. Hop, dorénavant. 4 ici, ouais, amplitude maximum de la figure, désolé, on est un petit peu plus haut. Si jamais on cassait maintenant, aujourd'hui, on aurait une target autour des 71 000 dollars, donc un ATH. On va voir ici si c'est effectivement ce qui va se mettre en place et surtout est-ce qu'on est sur une zone de rejet potentielle là sur cette zone là, donc une petite correction, rebond éventuellement sur la zone des 52, 53, peut-être sous 50 également, c'est possible. Rotation partielle et ensuite on vient effectivement casser la figure, ou alors est-ce qu'on est en train de casser effectivement cette structure déjà déjà en train de le faire. Vous comprenez également ici que dans la plus petite structure, on va dire, il y a quelque chose d'intéressant ici à éventuellement venir chercher 59, donc attention sur les zones de short, si jamais on donne raison à la petite structure, à ce moment-là ça nous donnerait une déviation beaucoup plus importante, bien au-delà de tout ça, et peut-être éventuellement du coup ensuite retest et cassure pour le coup de cette figure. Cet élargissement là est une figure bearish, donc attention à ça également. Si jamais on venait à perdre cette accumulation là, ça voudrait dire retour sur la zone quelque part autour des 41-42. Et peut-être potentiellement, si on arrive à tenir un peu quelque chose dans la zone, 48,5. Je ne pense pas qu'on perdrait 48,5 là dans l'immédiat. Maintenant, c'est tout à fait possible vu qu'on a eu ce push et que désormais on n'a plus beaucoup de shorters finalement au-dessus. C'est ce qu'on va voir dans l'analyse de sentiments également. Donc on a une petite structure qui peut pousser un petit peu plus haut, à savoir 59. On a une grosse structure qui devrait rejeter là si jamais elle ne casse pas. Si jamais on casse la grosse structure, vous comprenez qu'on a des très très belles targets ici qui sont, je le répète, au-delà de 72 000 dollars. Maintenant, je regarde beaucoup la structure de Ibit. Pourquoi ça ? Ibit, c'est l'ETF spot, bien sûr, Bitcoin. C'est quelque chose qu'on a pas mal tradé depuis qu'il a été mis sur le marché. Pourquoi on l'a beaucoup tradé? Parce que tout simplement, on a cette chance d'avoir une cotation Bitcoin lors des heures de cotation américaine. D'une certaine manière, Bitcoin évolue selon une moyenne pondérée sur les exchanges pendant ces cotations américaines. Et dernièrement, il faut comprendre qu'on a fait... alors hier, on était autour... Maintenant, on est à beaucoup plus, mais on était autour des 22-23% de hausse depuis le début de l'année. Ça, c'était hier. Je pense qu'on désormais, on est à beaucoup plus, peut-être une petite trentaine. Mais
on avait tradé par exemple cet élargissement symétrique de sommet ici à la cassure, on l'avait même pris en bas, et ça c'était les 38 000 $. On avait utilisé iBit pour avoir plus ou moins des informations sur ce que pourrait nous donner Bitcoin plus tard. Ici on a tradé également ce flag, qui nous a donné raison de la même manière. Donc pourquoi pas trader ce flag ici, hein, c'est-à-dire que c'est la même chose, si vous voulez, ça nous donne une target ici relativement intéressante également. Et encore une fois, on a cette chance d'avoir Bitcoin qui cote sur les heures américaines, et dans cette hausse de 23% hier, alors aujourd'hui encore une fois c'est un petit peu différent, mais il faut comprendre que il y a les sessions américaines sont extrêmement bullish, elles sont extrêmement haussières. On a pour cette hausse d'à peu près 23%, et encore une fois ça c'était hier, donc voilà. Mais on a à peu près plus de la moitié qui a été faite sur les sessions américaines, autour de 12 ou 15%. Donc ça, il faut bien le comprendre également. Dans les heures de cotation américaine, on a une structure. Cette structure-là, on peut aussi la trader et se dire où est-ce qu'on va. Donc, ici, pareil, cette idée éventuellement de, je le répète, bull flag, c'est-à-dire qu'on va répéter cette vague, maintenant qu'on a fait plus ou moins cette correction en flat, on va répéter cette vague ici, et comprenez bien que ça nous emmènerait ici sur des niveaux autour des 36 $, et là, hier, c'est ce que j'ai posté hier, cette analyse sur le Discord, le fait qu'on passe tout simplement là, cette résistance, et qu'on valide plus ou moins la cassure de ce flag, et bien tout simplement, ça nous emmènerait vers une hausse supplémentaire autour de 21% sur Bitcoin, à savoir à peu près la zone des 64 000. Donc iBit nous dit quelque chose également, il nous dit moi je peux pousser beaucoup plus pendant les sessions américaines, etc. Hier on a pas mal parlé de cette idée de tout simplement avoir des réserves OTC qui sont pas suffisantes pour répondre à la demande des ETF. Et c'était ça l'idée. Nous, personnellement, quand on était plus ou moins ici dans la structure et quand on a fait la validation des ETF spot, je me remets ici en daily, quand on a fait cette fameuse validation des ETF spot, je pense que c'était quelque part c'était vers janvier, je crois. Voilà, autour de là. On a dit attention, ça va en gros au niveau de GBTC, on pourrait être parti pour, si jamais on devait drainer tous les GBTC en dehors de leur structure, on pourrait être parti pour plusieurs mois de baisse, mais on s'est rendu compte que finalement les outflows GBTC étaient en train de baisser, qu'il y avait des très bons afflux BTC, on a totalement changé de biais au moment où on a réintégré tout simplement cette structure-là. C'est-à-dire la daily qui est ici, d'accord, et là le biais a été de dire ok, on a tant qu'il y a de l'afflux sur les ETF, finalement on est capable de bouffer ce qui sort de GBTC déjà d'une certaine manière, de manger dessus, et puis en plus on a effectivement quelque chose qui nous dit que d'une certaine manière, on va dire, tant qu'il y a de l'influx, tant qu'il y a de l'inflow, à ce moment-là, on n'a pas de souci à se faire là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'aura pas effectivement ces 3 mois de baisse, ou en tout cas, si on les a, on les aura plus tard. Une des autres questions qu'il faut se poser, je pense, actuellement, c'est est-ce que, et ça on va y répondre tout à l'heure dans les news, mais est-ce que finalement on serait pas en train de pricer le halving? C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure sur une structure plus importante. Mais en tout cas, iBit nous dit, moi j'irais bien à 64 000 $ en fait. Si jamais il y avait retest de ce flag, et c'est le cas dans un cas sur deux, à ce moment-là, qu'est-ce que nous dirait iBit? Tout simplement, je reviens au niveau pré-pump là actuel, c'est-à-dire les niveaux du début de journée du 26 février, enfin du début de cette 4 heures ici à 15h30 à l'ouverture. Qu'est-ce que ça nous dirait à peu près? Et même, vous le voyez ici, on a un très beau support par ici. Donc si ça mettait un peu plus de temps, on pourrait revenir retester par là. Et là, en l'occurrence, 19h30 le 21 février, je pense qu'on était à peu près à 50 000 $. Donc ça nous dirait, je reteste 50 000 avant de shoot up à 64. S'il n'y a pas de retest, ça ira tout droit. Et à ce moment-là, on laissera le train plus ou moins partir sans une grosse position dans ce sens-là, ce qui n'est pas du tout un problème. Pas du tout un problème, je le répète. Ether, BTC, attention, c'est pas si joli que ça. Pourquoi ça? D'abord, j'avais eu une cassure ici de la trend
qui était celle-ci, historique, et vous voyez qu'ici on la réintègre. Sur ce pump de BTC, Ether n'a pas eu le jus pour tout simplement pousser en haut. Ce qu'on voudrait ici, c'est que Ether nous valide le fait qu'il reste sur le bas de cette accumulation qui avait été perdue pendant toute cette zone-là. Le bas de cette accumulation, vous comprenez qu'il est très vieux également, hein, il tient depuis à peu près 2022. Donc là, on considérait que oui, ça c'était un biseau, et que oui, il y a eu déviation sur la structure, mais c'est pas un problème, on a tenu le niveau inférieur, on va dire, et ça y est, la structure est en train de passer haussière. Pour le moment, je n'ai pas eu de continuation de structure, vous le comprenez ici, sur Ether contre BTC, j'ai eu un break de la structure qui s'est passé là. Là, on vient swiper les plus bas. Mais j'ai pas eu la continuation. D'accord? Break of structure ici. Continuation de structure. 2 creux à la suite. Et 2 sommets plus hauts les uns que les autres me disent ça y est, je suis en tendance haussière. Pour le moment, c'est un refus, d'accord? Donc on va mettre sur Ether BTC ici un niveau qu'il est très important de casser, et il sera tout simplement, vous l'aurez compris ici, en daily, quelque part par ici. Passer une journée au-dessus de ce niveau-là en daily est en train de nous dire ok, c'est bon, Ether BTC va continuer vers le haut. Il est là, on peut même le mettre un tout petit peu plus bas, on peut même le mettre plutôt par ici. Pour l'instant, j'ai eu ma clôture, mais je n'ai pas eu d'ouverture clôture au-delà de ce niveau, et c'est un magnifique rejet, ici vous le voyez sur la zone. Ça, par contre, c'est fermé. Ah non, même pas en fait. Si, c'est fermé. Ça, on peut l'enlever, d'accord. J'ai déjà enlevé des niveaux weekly, je l'ai fait hier sur Bitcoin, et sur Ethereum, on a fermé un niveau weekly, ici vous le voyez, c'est celui-ci. Et pour le moment, on a juste ouvert au-delà de ce niveau-là, mais on n'a pas fermé. Donc ça, c'est des zones de rejet, hein, weekly, qui peuvent être effectivement intéressantes pour rejeter. Pour le moment, on n'a pas fait ça. On peut également enlever celui-là. On va désormais aller sur la structure de Ether contre le dollar. Et vous voyez que c'est pas une certitude, hein, bien évidemment, mais la zone de rejet serait plutôt propre ici sur Ethereum, c'est-à-dire que j'aligne ici 4 tops à la suite pour éventuellement un rejet. Donc à minima, ici, il faut comprendre que on peut voir éventuellement une réaction sur ce niveau-là, et ensuite ça peut casser vers le haut. Tant que ça tient la trend, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, la zone est très propice au rejet, tout simplement parce que on a effectivement cette espèce de le haut d'une accumulation qui est potentiellement une zone de rejet. Pour le moment, ça tergiverse un petit peu sur cette zone-là. Si jamais on venait en revanche à casser, et je le répète, ça c'est une figure bearish, si on venait à la casser par le haut, ça serait bien sûr extrêmement bull. C'est-à-dire que vous avez finalement une structure qui refuse totalement de venir renettoyer ses longues. Et là, la target, en l'occurrence, elle serait dans ces zones-là, hein, finalement. Si jamais on perdait cette accumulation-là, vous comprenez que ça voudrait dire à peu près un retour entre 1007 et 2000. Si jamais on casse tout ça vers le haut, sur fond de annonce ETF spot sur Ethereum, eh bien à ce moment-là, et Bitcoin nous avait donné ça, hein, pré-ETF également, c'est-à-dire une figure bearish qui casse vers le haut. En tout cas, attention à cette zone de rejet potentiel sur Ethereum qui est logique, somme toute, et qui est plutôt propre pour le moment. Derrière, vous avez tous les niveaux ici, où éventuellement essayer d'aller soit chercher du long, soit prendre des TP si vous désirez rentrer en short sur Ethereum à ce stade. Moi, j'ai une target de 4000 sur Ethereum, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il reviendra revisiter, et ce long avait été ouvert autour des 1700. Je ne pense pas, sinon j'aurais fermé ce trade tout simplement, que Ether va venir en bas de la figure. Maintenant, si on perd ici cet accu, j'aurais tendance à éventuellement remettre en cause ce trade et à me dire, bon, c'était bien finalement, 2395, je prends profit. C'est un runner, c'est-à-dire que c'est un reliquat de position. Je ne suis pas débile au point de rentrer une position ici et de me dire, je vais toucher les 4000 ou rien. D'accord, c'est pas du tout ma manière de trader. Encore une fois, il y a différentes manières de trader. Vous avez différentes possibilités de vous positionner par rapport au marché. Une des choses que j'ai moi et une des variantes, une des données intrinsèques à mon trading, c'est que j'en vis. Donc je ne peux pas ici laisser place trop au doute, etc. J'en vis. Donc du coup, je suis obligé, j'ai un cash flow à avoir tous les mois, etc. Et donc je peux pas faire des positions de degen en me disant, ici je rentre à 1007. Donc on avait pris des profits ici à 1007 sur toute la montée, sur des endroits qui nous paraissaient intéressants. Et pour le moment, c'est un reliquat de position, je le répète. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas la position entière ici qui depuis 1007 attend 4000 $.
Donc voilà, personnellement j'ai une belle position sur Avalanche aussi, j'ai une position sur Axie, j'ai une position sur d'autres alts. On va voir où ça va, hein. Encore une fois, il n'y a pas de souci ici, on est plutôt bien positionné pour une alt season, et c'est ce que je dis depuis déjà plusieurs semaines, mais, petit sursaut ici de la Bitcoin dominance, sans venir perdre le bas. Donc ce qu'on veut ici, c'est pour avoir notre alt season que la Bitcoin dominance refuse sur cette zone-là, d'accord. Donc concrètement, ce qu'on veut, c'est une A, une B, une C. Ok, ça veut dire des alts qui s'apprécient par rapport à Bitcoin et une dominance du Bitcoin qui revient à la diminution. Cela dit, quand je regarde le total 3, c'est-à-dire toutes les altcoins contre BTC, bah, vous voyez qu'on a un très joli push ici. Autant Ethereum a un petit peu temporisé et il a un peu moins surperformé BTC, autant le prix ici nous donne également une très belle alt season. On maintient la trend là-dedans, ok. Pour le moment, on la tient vraiment très bien. Et puis voilà, on a ici peut-être une 1, peut-être une 2, peut-être une 3, peut-être une 4, on est peut-être dans une 5. Imaginons qu'elle se fasse en extension, on pourrait avoir 7 vagues, c'est-à-dire que c'est tout à fait possible ici, puisqu'on est dans une 3, ça va être un peu compliqué à expliquer, mais on peut imaginer d'une certaine manière que les alts contre Bitcoin nous ont donné une 1 ici, une 2, et là peut-être qu'on est dans une 3. Les 3 se font souvent en extension, donc en 7 vagues au lieu de 5. Maintenant, pour moi, c'est pas même la question. Tant qu'on tient à peu près le momentum actuel, eh ben, on n'a pas de raison ici de sortir des alts ou quoi que ce soit, etc. Ou de diminuer des positions sur des alts ou quoi que ce soit. Voilà un peu l'idée ici, je trouve que on est dans une belle config. En revanche, il faut que la BTC dominance vienne à réellement nous donner le repli qu'on attend de sa part, sans que BTC drop, hein. Il faut bien comprendre ici aussi que à chaque fois que vous avez un push sur les alts, on va plutôt le mettre dans ce sens-là d'ailleurs, eh bien ça fait baisser la dominance de Bitcoin, mais c'est autant d'argent qui ne va pas sur Bitcoin. En revanche, et spoiler alert, les afflux sur les ETF ont été très bons hier, eh bien les ETF font que à chaque fois qu'il y a des très bons afflux sur les ETF, eh bien Bitcoin se met à reprendre de la dominance. Donc, encore une fois, pour une alt season, on veut vraiment se positionner dans cette idée-là. C'est-à-dire, et quand je parle d'alt season, comprenez bien que je ne parle pas de... je parle pas de ce qu'on a en ce moment. Je parle d'alt qui font du plus 100% en quelques jours, etc. Ici, on parle d'une vraie alt season. On parle pas de un moment où les alts performent plutôt pas mal, d'accord ? Ensuite, la dominance des stablecoins qui vient de perdre un niveau extrêmement intéressant au travers de ce pump et qui est en train de peut-être se diriger vers la target des 0,6, enfin des 6% en fait. 6% de stablecoin dominance. On va voir. En tout cas, c'est le niveau du intermédiaire. Ouais, c'est le niveau qu'on vise. Hein. Et d'une certaine manière, vous l'avez vu ici, bah, tout au long de ce, on va appeler ça un pré-bull market, un pré-bull run, eh bien, on a eu cette tendance baissière ici à la stablecoin dominance avec ce très joli flag ici. La target, d'une certaine manière, il y a plusieurs différentes manières de voir ici cette target, mais on va la calculer plus ou moins en fonction d'un flag, c'est-à-dire une AB égale CD. Une AB égale CD, c'est tout simplement de dire, pardon, hop, on prend ça là. La target, on est littéralement dessus, là, d'accord ? Une AB égale CD, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, j'ai cette vague A, j'ai ma correction ici en flat, bon, elle est plutôt flat comme ça, donc A, B, C, et derrière, ben, j'ai ma vague qui se répète, tout simplement, c'est un 1 pour 1, d'accord ? C'est comme ça qu'on calcule. D'ailleurs, là, je l'ai mise un petit peu, pas très bien mise. Si j'arrive à la récupérer, voilà. On serait plutôt comme ceci, et là vous voyez qu'on est à la target. En l'occurrence pour moi, j'ai quand même ici la visibilité sur ce niveau-là. Je vois ce niveau-là, éventuellement, voilà. Derrière, passer sous les 6% de dominance sur la stablecoin dominance, pourquoi pas. Mais il faut le comprendre ici également, on a, alors c'est pas celui-ci, excusez-moi, on a énormément d'USDT qui est minté en ce moment, d'accord ? C'est-à-dire que c'est de l'argent qui, pour le moment, 100 milliards, est sur le côté. Donc je vois une stablecoin qui baisse en même temps que sa market cap augmente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, malgré un gâteau global, et ça c'est le total, hein, pas le total 3, mais le total qui est actuellement à peu près à 2 trillions,
malgré un gâteau qui augmente et une stablecoin dominance, enfin c'est pas une stablecoin dominance, mais le gâteau des stablecoins augmente, j'ai quand même ici un repli de la stablecoin dominance. Et ça, c'est extrêmement intéressant. J'ai aussi 100 milliards qui attendent sur le côté, qui sont des USDT minté, mais pas burn en fait. Quand vous les burn, ça veut dire qu'il y a de l'achat. Donc j'ai aussi ça sur le papier, c'est-à-dire de me dire, bon ben finalement, d'une certaine manière, on va dire, eh bien, malgré des stablecoins qui sont mintés et qui attendent sur le côté, donc on a vraiment de l'argent ici qui est positionné dans le carnet d'ordre et qui est en train d'attendre sur le côté. Je regardais, je vois qu'Ether nous fait un joli petit squeeze là. Eh bien, on a quand même cette idée que malgré une augmentation du gâteau global, etc., j'ai une stablecoin dominance qui baisse, et tout ça est bien sûr très bull. Derrière, qu'est-ce qu'on touche ici? Puisqu'on est sur le total, on va le regarder. On a parfaitement ici touché la target, qui était celle-ci, qui était, je pense, celle d'un W ou du triangle rectangle, je ne sais pas. Oui, on était plutôt même sur, en fait, finalement, une épaule-tête, épaule inversée, ici, vous la voyez. Et en fait, on l'a pas encore touché. Spoiler alerte. Ici, épaule-tête, épaule inversée, très légèrement penché, mais c'est pas du tout un problème. Vous voyez que ça s'aligne plutôt pas mal. Tac, on dégage au-dessus. Et en fait, la target de l'ETE, vous la voyez, elle est là. C'est-à-dire 2,21 trillions. Ça ne veut pas dire qu'on va corriger à la target. Ça veut dire qu'il faudra faire un peu gaffe dans cette zone-là. Ici, je vous l'avais mise à plat sur autre chose. Et c'était plus un triangle rectangle. Mais on va, je pense, plus se baser sur cette ETE. C'est-à-dire qu'on va la mettre là. Vous voyez qu'on casse ici, on reteste. Tac, on pousse. Et pour l'instant, on n'est pas encore à la target. 2,21, encore une fois, pour y aller. Qu'est-ce que ça voudrait dire sur le total? Ça voudrait dire pour le moment, on peut peut-être s'attendre à avoir une hausse de 6-7% supplémentaire sur le total. Le total dans la dominance, vous comprenez qu'il y a du BTC. Si jamais le BTC mange toute cette partie du total qui augmente, à ce moment-là, c'est une BTC dominance qui augmente, un Bitcoin qui s'apprécie et des altcoins qui s'apprécient un peu moins que ce qu'on voudrait. En revanche, si toutes les alts prennent toute cette place dans l'augmentation, c'est-à-dire BTC latéralise mais les alts performent très bien, et elles reprennent également sur le total 3 contre BTC, elles continuent finalement leur hausse, et bien à ce moment-là, on pourrait être sur des niveaux extrêmement intéressants. D'autre part, on va dire qu'au 2,20, ici, il faudra quand même faire attention. Ici, pourquoi? Parce qu'on est dans la zone sur laquelle le BTC avait lui-même rejeté à un moment donné. Ça voudrait dire également que les alts ont rejoint Bitcoin finalement, puisque Bitcoin actuellement, il est plutôt par ici, ok, un peu plus haut. On rejoint les niveaux précédents de Bitcoin, mais il faudra faire un peu gaffe, je pense, sur ce 0,786. Je vous avais d'ailleurs dessiné ici la zone des 0,6 à 0,786. On est typiquement dans une zone de rechargement de short, c'est-à-dire plutôt une zone de prise de profit, et plutôt une zone où les institutionnels vont potentiellement venir chercher du short. Donc, attention à ce scénario où, effectivement, là, on a un repli plus important dans toute cette zone-là. Ça veut dire latéralisation dans cette zone-là, et puis ensuite, éventuellement, alors là, j'ai poussé un petit peu sur la flèche, mais la perdre par le bas. Pour moi, c'est très propre. Les clôtures monthly, etc., toutes ces choses-là, c'est excessivement propre. Je pense qu'on peut enlever celle-ci. Le total, c'est magnifique. On est vraiment ici, encore une fois, sur quelque chose de relativement scolaire, enfin, on va dire relativement normal. Et voilà, ça paraît relativement logique, on va dire, ce qu'on est en train de faire. On n'a pas retesté ici plus que ça le TE, etc., toutes ces choses-là, mais pour le moment, voilà, on peut se diriger éventuellement vers un 6-7% supplémentaire sur la market cap totale. Derrière, prise d'ATH ou pas, on va aller du coup sur la news. Alors, qu'est-ce que j'ai reposté dernièrement ? On va pas ici aller faire un peu tout ce que j'ai reposté, mais il y a des choses intéressantes. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner sur le Twitter, le X de la chaîne. Ibit hier qui a pris énormément de volume, 1 milliard, et on est sur des quasi ATH encore une fois. Ensuite, on va passer ici, on est plutôt sur des trucs un peu politiques. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. En tout cas, moi, mon Twitter me ressemble, ma chaîne YouTube me ressemble. Je peux pas m'empêcher de donner mon avis sur ce qui se passe, tout simplement.
Ensuite, les ETF qui ont battu leur record de volume, ça j'en ai parlé tout à l'heure, on était hier sur des afflux extrêmement massifs. On a pu le voir également sur les actions minières de, par exemple, Mara, Riot, CleanSpark, qui ont fait des pushs absolument incroyables hier, des plus 20%. On a pu le voir aussi sur l'action Coinbase qui a pas mal poussé hier. Et partenariat entre Pyth Network et Hedera HBAR, donc une des premières applications DeFi ici qui vient à être utilisée par Pyth. Pourquoi j'ai reposté ça? Parce que j'avais fait pour les affiliés, j'avais expliqué pourquoi je rentrais sur Pyth il y a de ça quelques jours. Il a pris plus 40 hier, donc c'était plutôt intéressant d'être dessus. Ici, on va passer sur Wall Street Journal. Ici également, on passe sur tous ces trucs un peu affiliés. Ici, pareil, on va passer, c'est plus ou moins une analyse qu'on a faite. Le funding rate qui monte à 100%. C'est ce qu'on va voir aussi dans l'analyse des liquidations. Ici, plus gros volume depuis les ATH. Et là, on en arrive un petit peu au sujet du jour, qui sont de dire JP Morgan. Alors attention à JP Morgan, il raconte n'importe quoi, mais on va quand même ici, entre guillemets, réfléchir à cette hypothèse-là, c'est-à-dire que le halving est en train d'être pricé par Bitcoin. Pourquoi on parle de ça? Parce que tout simplement, si je regarde ici l'index, je pense qu'il est là. Non, ça c'est Bitstamp, il est peut-être là alors. Non, Coinbase, excusez-moi. L'index, il est là. Voilà. Si je regarde l'index, alors excusez-moi, la charte est chargée, mais c'est pas du tout l'idée. On va se mettre en weekly. Plus ou moins, alors là c'est les élections américaines, mais on est à peu près, ça coïncide pas mal avec les halvings, donc on va garder cette idée que les halvings étaient à peu près faits dans ces sens-là. Et bien plus ou moins, à chaque fois qu'on a eu un halving, on a eu quand même une forme de correction sur BTC juste avant. Juste avant, c'était à partir du 0,618 à chaque fois. Notamment, vous l'avez ici, juste avant. Ici, vous avez cette correction-là, juste avant. Bref, vous avez ici d'abord un bear market, ensuite pré-halving, une correction, et ensuite on part grâce au halving, enfin plus ou moins grâce à cette rarification, on va dire, des BTC qui sont minés par les exchanges. Et bien, vous avez ces zones-là de correction. Ça fait 3 fois, d'accord, on va dire ça comme ça, c'est à peu près ça, mais ça fait globalement 3 fois que ça arrive, et on le dit souvent, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Maintenant, on peut se poser la question, étant donné que ça fait 3 fois, est-ce que le marché n'a pas intégré cette certitude que le halving va nous donner une hausse sur le prix? Et le fait d'intégrer cette certitude, est-ce que le marché n'est pas tout simplement en train de la pricer en avance? C'est-à-dire, encore une fois, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Le marché a une mémoire. Est-ce qu'il n'est pas ici en train de dire, tout simplement, moi je viens à pricer le halving? Partir dans cette idée-là, ça veut dire faire très attention au moment du halving, dans une 50aine de jours, qu'il n'y ait pas une forme de sell de news sur cette idée que effectivement dans une 50aine de jours, eh bien on est un BTC, on est des gens qui soient rentrés juste pour pricer le halving tout simplement. Je pense pas que ça soit le cas. Je pense que si on corrige, ça va être lié à d'autres facteurs, mais il faut quand même garder ici ces idées-là. Je vous l'ai montré sur les zones de rechargement, etc., toutes ces choses-là. Voilà, là on touche pas mal de targets, on est en train d'avoir ce prix qui est en train de partir un peu sur cette idée d'une parabole. Ça n'empêche pas des corrections sur parabole, ici revenir à 48 ne remet pas en cause du tout par exemple une parabole, mais je dirais que voilà, il faut bien ici tracer vos accumulations, bien se dire bon, si on perd ces niveaux là, je pars dans ce contexte là, etc., et bien évidemment faire attention. Encore une fois, et ça je le redis, personnellement je suis plutôt sur une session où je prends des profits, en tout cas au moins ce que j'ai réussi à acheter au bottom, j'en vends un petit peu, tout simplement parce que j'en vis. Encore une fois, vous avez vraiment ici des manières de voir les choses différentes, et il n'y a aucun problème à faire du degen, c'est-à-dire à dire j'achète et je vendrai pas tant qu'on aura tout simplement passé les ATH, etc., toutes ces choses-là. Personnellement, c'est pas vraiment une possibilité pour moi, parce que encore une fois, c'est grâce à ça que je vis, donc tout simplement, j'ai ici j'ai ici des obligations à tout simplement venir prendre des profits quand c'est vert, et pour encore une fois tenir, on va dire, mon cash flow
journalier. On a fait toute la news, on va passer sur les liquidités. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à aller voir tous les liens d'affiliation que vous avez en description de la vidéo. Notamment le lien BitGet, bien sûr, LKDO. Si vous ouvrez un compte sur BitGet, n'hésitez pas à utiliser ce lien. Pourquoi ça? Tout simplement parce que déjà, je fais tout ça gratuitement. Bien évidemment, pousser les algos de la chaîne, c'est-à-dire mettre un like, etc. Liker tout le contenu à chaque fois qu'éventuellement vous voyez des vidéos, en tout cas si vous êtes friand de mon contenu. Et puis, aider la chaîne tout simplement à grossir. Parce que eh bien, tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants qui ont des problèmes cardiaques à la naissance, pas d'infrastructure dans leur pays pour les opérer, et finalement on les fait venir en France enfin on les fait, je le fais, moi je donne juste de l'argent, mais voilà. Et ici cette année on a réussi à... J'aime pas trop le terme sauver la vie, mais on a réussi à aider à avoir une meilleure vie Khalifa. C'est-à-dire qu'on a payé son opération dans sa totalité. Il est venu en France, il a été opéré, ça a été un succès. Ensuite, il a été accueilli en famille d'accueil. Grâce à un partenariat avec Aviation Sans Frontières, il a pu être renvoyé dans sa famille au Sénégal. Et aujourd'hui, il vit très bien. Et ça, c'est vraiment plutôt cool, en tout cas, je trouve, d'avoir ce sentiment d'avoir fait quelque chose qui a vraiment du sens. Hier, on a liquidé 374 millions de dollars, c'est-à-dire beaucoup. 191 millions, c'est-à-dire les 2/3 quasiment uniquement sur BTC. Et derrière, vous le voyez, en fait finalement 250 et quelques, 258 en tout. Donc quasiment les 3/4 sur Bitcoin et Ethereum. Ça a été les deux gros qui ont le plus bougé et qui ont qui avaient le plus d'open interest à nettoyer. Je mets en pause une petite seconde. Excusez-moi, carnet d'ordre. Alors c'est assez insupportable de se faire... tous les jours, je me fais éjecter en fait de Trading Light, alors que c'est un abonnement payant, je le répète. Voilà. On avait dit qu'on n'avait pas grand-chose vers le haut. On n'avait pas non plus grand-chose vers le bas hier. Ici, pour moi, on a toujours un carnet d'ordre qui est vide. Et on en a parlé hier également, des très bons afflux ETF. Qu'est-ce que ça oblige finalement avec une balance excusez-moi, des OTC Desk, donc ceux qui vont vendre les BTC à BlackRock, Fidelity, etc. le soir, je rappelle que ça se passe à la clôture, qui sont peut-être relativement vides, en tout cas on n'a pas l'info exacte, mais on sait que pas mal des achats OTC, par exemple à chaque fois que Saylor vient à acheter 3000 BTC comme il l'a fait hier, eh bien il passe par un OTC Desk, il ne va pas appuyer sur Buy au Market comme on fait nous. Eh bien ces OTC Desk ont plutôt des réserves qui sont vides. Qu'est-ce que ça pose comme souci? Ça pose comme souci que tout simplement la nuit il va falloir racheter les BTC qui ont été achetés dans la journée par les ETF justement. Donc en fait c'est un cercle vertueux un petit peu où à la clôture, alors bon là à la clôture on était à peu près par là, 22h30, il va falloir qu'à l'ouverture le lendemain Coinbase, puisque c'est eux qui font le custody, enfin le self-custody de tous les ETF, et effectivement dans ces wallets, et disent oui c'est ok je les ai, avant de démarrer la session suivante, celle d'aujourd'hui va démarrer à 15h30, et déjà dans son bag tous les BTC qui ont été achetés la veille. Les BTC évoluent selon une moyenne. Vous avez ici plus ou moins, c'est plus ou moins un oracle, mais en fait c'est fait plus ou moins manuellement, mais on va dire, vous avez une moyenne de plusieurs exchanges au spot, et pendant la journée, le prix des ETF fluctue en fonction de cette moyenne-là, et le soir on fait les comptes et on dit, bon on a eu un afflux de tant de BTC, il va falloir acheter tant de BTC pour demain. Et là en l'occurrence, ce qu'on est peut-être en train de voir, c'est ce que j'avais peut-être évoqué dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire de dire que, étant donné que les desks sont vides, et la nuit, c'est obligé d'acheter finalement au spot les ETF qui ont été achetés la veille. Donc j'ai envie de dire, tant que la musique ne s'arrête pas, c'est-à-dire pas d'outflow au niveau des ETF, il n'y a pas de limite à ça. On n'a pas de limite à ça. Il n'y a aucune limite en fait finalement. Et à partir du moment où il n'y a pas des sorties incroyable du côté des GBTC, c'est-à-dire finalement un vase qui se remplit d'un côté mais un autre qui se vide de l'autre, et c'est plus trop le cas là actuellement, il n'y a pas de limite. L'idée ici également, c'est de se dire, il y a un multiplicateur, bien évidemment. Si jamais un OTC Desk est obligé d'acheter market quelques centaines, quelques milliers de BTC, étant donné que le carnet d'ordre est vide, il va devoir le faire plus ou moins market, il va vraiment falloir qu'il ait ses BTC le lendemain, et en l'occurrence, ici, ça vous donne un cercle vertueux, un petit peu comme ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est-à-dire
ben, je suis obligé de les acheter, je suis obligé de les avoir demain, donc je vais devoir les payer au spot, tout simplement, pour te les vendre. Et c'est-à-dire que derrière, vous allez avoir du BlackRock, etc., toutes ces choses-là qui vont peut-être certes les payer un petit peu plus cher, ou en tout cas qui ont des accords, hein, de toute façon, mais Coinbase Prime, qui est la plateforme de Coinbase pour les institutionnels, est obligé de fournir tout simplement ces BTC à partir du lendemain. Donc c'est ce cercle vertueux-là qui est en train de peut-être se mettre en place. Et encore une fois, ben, là ce qu'on voit c'est cette nuit, à la clôture, il y a eu des très bons afflux dans la journée, donc on pouvait faire le pari qu'éventuellement, et malheureusement, on-chain c'est possible de suivre ça. Ça y est, maintenant on a les adresses de finalement tous les ETF, enfin plutôt les adresses de Coinbase Prime, on a plus ou moins les adresses de tous les ETF également. Un peu difficile d'avoir les afflux directement à la clôture, mais vous avez ici BitMEX Research par exemple, toutes ces choses-là qui peuvent vous dire s'il y a eu effectivement des bons afflux dans la journée. Hier, en gros, c'est sorti vers minuit, 1h. Mais avoir ces très bons afflux ici veut dire il va falloir acheter. Et si effectivement, et ça j'ai un petit doute là-dessus, mais les OTC Desk sont vides, il va falloir acheter à chaque fois. D'accord? Vous comprenez que s'il y a des bons influx dans la journée, il va falloir tout simplement que ces BTC soient achetés OTC, donc de gré à gré, le soir même. Ok? On ne doute pas également que ces OTC Desk vont devoir racheter ces BTC à chaque dip, c'est-à-dire que les OTC Desk, ça fonctionne comment? Bah, c'est plus ou moins des OTC qui vont avoir, on va dire, une analyse de dire, bon, bah là, je pense qu'on est dans une bonne période pour acheter du BTC, à des mineurs, à des gens qui en ont beaucoup, hein. Et donc du coup, bah, je crois qu'il faut payer ça. Et là, tout ce qui a été payé là, est-ce que ça n'a pas été vendu là, par exemple, dans les afflux ETF? Et là, est-ce que finalement, on se retrouve pas dans une situation où on rentre, en effet, dans ce cercle vertueux-là, qui est de dire tout simplement que il n'y a pas de limite, encore une fois. Tant qu'il y a des influx, tant qu'il y a effectivement des entrées, il n'y a pas vraiment de limite. Derrière, je ne sais pas si je vous en ai parlé, je ne suis pas sûr, peut-être. Bon, possible flag ici, il n'est pas très beau, il y a cette petite déviation au-dessus ici, mais possible flag ici. Maintenant qu'on l'a cassé, peut-être que c'est le cas. On n'a pas eu la continuation baissière ici qu'on aurait pu attendre dans cette zone-là, mais on l'a cassé. Donc du coup, bah, peut-être qu'on est effectivement sur un flag. Et là, je vais vous dire la target, mais je pense qu'on est... Alors, moi, les flags, j'aime bien les prendre dans une structure logique. Qu'est-ce que c'est? Ça, pour moi, ça fait partie de ça. C'est le même genre de structure, c'est la même temporalité à peu près. Donc du coup, quand je vais aller chercher le mât de mon flag, entre guillemets, je vais plutôt le prendre à la fin de cette première structure. C'est-à-dire je vais pas prendre toute la totalité de ce point-là. Et là, en gros, ça nous dirait quoi? Bah, si on se met à peu près à la hauteur de la cassure, ça nous donnerait une target autour de 62. Donc je dirais qu'ici, 62, 64. Question, est-ce qu'on reteste? Et c'est la même question que j'ai posée tout à l'heure sur iBit. Si jamais on venait à retester... Hop, excusez-moi. Ça dépendra de à quel moment on le fait dans le temps, mais globalement, la zone des 50 a une chance sur 2 d'arriver. C'est-à-dire, je viens à refaire un retest de ce flag et ensuite je fais mon vrai mouvement, c'est-à-dire sortir les longueurs retardataires ou même une bonne partie des longueurs hein, sur ce mouvement-là. Ceux qui seront payés ici ne seront que ceux qui seront plus ou moins déjà sous cette zone-là, sous la structure. Comprenez ici qu'un retest de ce flag, ça nous ramènerait une nouvelle fois à peu près à 51,6 si c'était rapide et peut-être potentiellement jusqu'à 51,2 si c'était un petit peu plus long et peut-être potentiellement si on reste dans cette idée... alors excusez-moi, oui c'est celle-ci. Ici, donc voilà, 51,2. Reteste ici et on repart. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, vous avez eu dans cet élargissement 1, 2, 3. Ici, vous poussez un petit peu plus, vous avez votre 4 et derrière, vous aurez effectivement votre 5. En tout cas, c'est très propre. Voilà, dommage qu'on soit pas passé sous la structure parce qu'on a gardé du long là-dedans, mais j'en ai parlé hier également. Un sentiment qui est très dégradé actuellement sur BTC. Beaucoup de gens qui finalement, même ceux qui ont longué sur ces zones-là, qui se disent oh attention. Et là, c'est pareil, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. On a des gens qui ont fait 2 ans de bear market globalement et donc qui sont extrêmement, comment dire. Dans la liquidité également et dans ces choses-là qui font extrêmement attention à tout ça et j'en fais partie. Hein. Et donc du coup, un sentiment qui est plutôt dégradé et qui nous emmène plutôt en termes de psychologie, eh bien le prix vers le haut. Les marchés en levier, alors on a pris ce point-là qui était à prendre en shorter. Tac. Quand je regarde le funding, il est très haut là. Ça y est, on est sur des niveaux de funding qui sont conséquents. C'est-à-dire, on a fait un pic à 0,07 et là, on est à 0,04.
J'estime qu'un funding normal, neutre, c'est 0,01. 0,02, voilà, quelque part entre ces deux zones-là. Ici, bah, vous le voyez, on commence à toucher des zones de funding où il faut dire, attention, il y a quand même du monde en longue, et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, quand vous êtes à 0,0, vous avez touché ici 0,07, ça veut dire que vous allez payer ces frais-là. Ça commence à devenir assez cher de longuer, déjà, ça c'est une première chose. Donc ça c'est fait pour équilibrer le marché, hein, tout simplement. Ça commence à devenir assez cher, mais également on est un petit peu dans un phénomène un peu de FOMO, puisque c'est pas que c'est pas très logique de longuer, mais ça commence à coûter assez cher, donc on essaye de pas avoir des gens qui tiennent des positions pendant trop longtemps. Là où je trouve ça intéressant ici dans l'analyse de funding, je le vois tout de suite, c'est que ici, vous avez ce push vers le haut. Là. D'accord, je vais essayer de grossir un petit peu. Hop. Voilà. Ici, vous avez donc ce push vers le haut. Et en même temps, vous voyez qu'on déleverage. Donc ça veut dire qu'on a pété du shorter ici. On a réellement cassé du shorter là, sur toute cette zone-là. C'est ça, les 300 et quelques millions. Ici, vous le voyez, le funding, tout de suite, augmente énormément. Pourquoi ? Parce que comme on casse du shorter, on enlève du funding négatif, donc c'est normal que le funding augmente. Là, ici, il n'y a pas d'anomalie, c'est ça que je veux dire, il suit le prix. Par contre, ce qui me plaît, c'est qu'on a cassé ici du contrat. On a enlevé du contrat, on a déleveragé vers le haut, en fait, finalement. Donc cette augmentation-là du funding, elle n'est pas liée à énormément de longueur en plus. Elle va plutôt être liée à moins de shorter dans le train, ok ? Donc ça, c'est important. Ensuite, derrière, à partir de là, j'ai une structure qui descend, mais j'ai un funding qui monte. Qu'est-ce que ça me disait ? Ça me disait, attention, il y a du longueur, là, pour le coup, sur toute cette zone-là, et y compris même là, si on diminue sur l'open interest, j'ai pas mal de longueur, donc ça m'oblige à rajouter un point ici, en longue, à venir chercher, et il est assez important, donc on va le laisser en 2 pixels. Et par ailleurs, eh bien derrière, j'ai une structure qui monte, un open interest qui monte, mais un funding qui descend. Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit il y a du shorter, en veux-tu, en voilà, sur ce phénomène, enfin sur cette idée-là. Donc en l'occurrence, voilà, normalement on aurait dû le prendre légèrement en dessous, mais ça explique le mouvement actuel, on va dire, d'accord ? Je vais le laisser, mais globalement pour moi, ça y est, le mouvement il est un peu fait. On va voir maintenant la suite, c'est-à-dire est-ce que on continue ici à avoir un open interest qui monte, un prix qui latéralise, en tout cas plus ou moins, et plus de shorter que de longueur dans le train. À ce moment-là, on peut pousser encore pendant un moment. C'est ce que j'explique. Vers le bas, ça serait un couteau qui tombe, des gens qui essayent d'attraper un couteau qui tombe et qui du coup se blessent. Hein. Vers le haut, moi j'aime bien cette image de le bambou qui monte, on a une belle bougie verte, un joli bambou qui monte, et finalement c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire tout le monde essaye de couper le bambou qui monte, et le bambou qui monte, comme le dit le vieil adage chinois, petit bambou n'arrête jamais de monter. Ici, on peut le voir également. Attention, il y a de la belle position autour des 54. On a ici, du coup, comme on a liquidé du short là-dedans. Et là, vous voyez très bien cette image de bambou qui monte et à chaque fois une poche de liquidité au-dessus, etc. Ici, je pense que celle-ci a été prise. On va voir. On va zoomer un petit peu. Ouais, celle-là, elle est plus en position. Vous voyez que ici, celui qui avait shorté, il s'est fait squeezer. On avait de la grosse position qui était rentrée là, vous voyez qu'elles se sont fait squeezer aussi. On commence à s'exciter, en tout cas un petit peu, au niveau des grosses bulles. C'était assez rare précédemment d'avoir de la grosse bulle. Et là, en l'occurrence, ça s'excite un petit peu. Celle-ci a été prise aussi. Celle-ci a été prise. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a de la grosse position, pour le moment, les deux qui restent un petit peu, vous voyez qu'elles sont autour des 53, 54. Et voilà. Donc ce qu'il faut maintenant voir, c'est la suite. Quel va être le sentiment sur la suite. Pour le moment, en tout cas, j'ai une belle poche de liquidité là, quand même, qui s'est créée en dessous. On va voir si ce mouvement se ravise. Est-ce qu'il est venu prendre la liquidité en haut et maintenant il va venir rétamer la liquidité qui est en bas, ou alors est-ce qu'il continue, est-ce que petit bambou va continuer à monter tout simplement et à venir squeezer ses shorts. Le sentiment dégradé sur le marché fait que les longues qui sont là-dedans prennent quand même des profits assez rapides. Pour le moment, on est quand même dans des zones d'open interest où c'est conséquent. Je parle ici des 0,04. Maintenant, pourquoi ça ? Et je l'ai expliqué, parce qu'on a défoncé du short. C'est pas une présence de longue incroyable non plus, mais on en a, d'accord ? Donc il va falloir faire gaffe à ça. C'est-à-dire un mouvement vers le bas qui vient
ça serait finalement cette idée du retest sur le flag, vous comprenez. Psychologiquement, ça serait typiquement cette idée-là, c'est-à-dire j'ai poussé, j'ai montré que je voulais pousser vers le haut, j'ai fait mon flag, mais j'ai tellement chargé sur le breakout que je vais venir défoncer tous les traders de breakout et tous les traders qui sont effectivement là-dedans, malheureusement un peu trop tard. J'entends par là cette poche de liquidité là qui se trouve à 54, j'entends par là peut-être un retour autour des 5, tout à l'heure j'ai parlé des 52. Et ensuite, je refais mon vrai mouvement une fois que j'ai été libéré, un peu quand tout le monde repasse bearish et ainsi de suite, etc. Avant ça, pour le moment, petit bambou qui monte, on reste sur l'idée du petit bambou qui monte, c'est-à-dire encore peut-être un petit peu d'upside. Même chose sur Ethereum, un peu moins d'open interest que sur Bitcoin, mais en tout cas, même analyse, vraiment, on est à peu près sur la même chose. Ici, vous le voyez, la One Week, elle est complètement nettoyée. Alors moi je mets que L1, L2, L3, si je vous rajoute L4 et L5, vous pourrez vous dire qu'on a sorti aussi les leviers x20 et les leviers x10. Un mouvement de 10% vers le haut, ça vous dit, je sors même les leviers faibles. Ici, en l'occurrence, vous voyez que c'est le cas. Une poussée autour de... On est monté à quoi, 57. Ça, pour moi, c'est pas là. Enfin, je veux dire, ça doit se construire avec de la liquidité intermédiaire, mais ça, pour moi, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas énorme. C'est pour ça que moi, j'aime bien regarder L1, L2, L3. Pourquoi ? Parce que c'est les gros leviers. Et en général, sur la One Week, c'est plutôt ça qui donne raison. Maintenant, on a poussé un peu plus, là, et c'est plutôt une bonne chose. J'ai pas énormément de liquidité intermédiaire, vous le voyez ici. Finalement, oui, on a enclenché du monde sous 50. Je voulais montrer, le funding a quand même pas tant augmenté que ça. Donc du coup, on a beaucoup de monde qui était là-dedans. Et c'est mon cas aussi. Moi, j'avais ouvert à... On a ouvert à 38,5 et on a ouvert à 48. On a ouvert un long à 48. J'avais un runner sur un long à 48 qui, en l'occurrence, là, ça y est, j'ai TP. Je visais 55. J'ai pas besoin d'avoir plus de runners. À part si c'est juste pour faire du tweet. Regardez, j'ai fait 2000%. Ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Voilà. Donc, ce trade-là, il est fermé. Et en l'occurrence ici, en ce qui concerne Ether, là pour le coup on a un peu de liquidité à 3000, attention à ça, on a un petit peu de liquidité également à 2810, je vous ai pas montré le funding sur Ether, mais globalement c'est un peu la même chose que Bitcoin, et là vous le voyez, malgré une structure qui monte, j'ai un OI qui descend, et ça monte aussi, donc ça me dit la même chose, c'est-à-dire, si je devais mettre un point long ici, il est là, effectivement sur Ether, autour des 3000, là, à venir chercher. Ça, c'est de la liquidité à venir prendre sur Ether pour moi. On en a même un petit peu là-dessous. Vous la voyez, la poche de liquidité tout de suite. Je veux dire, je fais pas les points de liquidité, mais même là, ne serait-ce qu'en voyant comment s'est comporté le prix, venir faire un tour sous 2892 sur Ethereum, ça serait pas déconnant en soi. C'est-à-dire flusher un peu tout l'open interest qui s'est mis là-dedans. J'ai une structure qui monte, un OI qui monte, j'ai pas d'anomalie, mais par contre, j'ai liquidé du short ici, là-dedans, et ça explique la montée du funding plutôt par une clôture de short que par des longues supplémentaires. Ici, j'ai, et c'est ça qui est intéressant à analyser, une divergence entre ce que me dit le prix et ce que me dit l'open interest. Souvent on analyse funding et prix, et ça pour moi c'est la donnée la plus importante, mais si vous rajoutez cette analyse de l'open interest, le nombre de contrats ouverts, vous avez des informations qui sont également extrêmement intéressantes. Donc c'est un peu la même chose sur Ether, petit bambou qui monte. Maintenant, divergence, sentiment dégradé, exactement la même idée. En termes de psychologie, sentiment dégradé, ça veut dire que les longues prennent leur profit sur cette montée, et ça veut dire également que quand les shorts se font squeezer, c'est ça qui fait que mon funding augmente. Voilà, donc attention au flush quand même, parce qu'il pourrait y en avoir. Sincèrement, là, vous le voyez, quand les une semaine sont complètement nettoyées sur les leviers L1, L2, L3, c'est là que je commence à dire, bon, on va peut-être ici avoir un mouvement dans l'autre sens. Maintenant, quand je regarde là, un mois, c'est pareil, c'est très bien nettoyé en haut, j'ai peu de liquidité intermédiaire, et ça c'est dû au sentiment dégradé vers le bas. On peut pousser plus haut, petit bambou qui monte, on peut également ici flusher à partir du moment où les shorts seront fatigués, dès qu'il n'y aura plus de shorts à prendre, dès que petit bambou n'aura pas assez d'azote pour continuer à monter, et à ce moment-là, on peut littéralement se faire plutôt défoncer vers le bas. Donc on va surveiller les petites structures, et j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Surveiller les petites structures, ça veut dire quoi ? Aller dans des plus petites time frames et regarder un petit peu ce que nous dit le prix. Surveillez également que ce breakout, si c'en est un, se passe bien, c'est-à-dire qu'on ne soit pas ici en train de faire juste prise de liquidité au-dessus et finalement je réintègre la grosse figure. Ça nous ramènerait plutôt sous 50.
Si jamais ça n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on continue à avoir ce sentiment dégradé et cette idée de finalement venir chercher à chaque fois les shorters, à ce moment-là, on peut aller à 63, 64 sans trop de problème. Hier, je vous ai évoqué mes sentiments privilégiés, enfin mes scénarios privilégiés, pardon. Et hier, on était à moitié dans le juste, c'est-à-dire que pour moi, l'idée ici, c'était de passer sous la structure. Avant de faire le shoot-up, on n'a pas eu le passage sous la structure, donc aucun problème avec ça, ça veut dire qu'on n'a pas pris ce long, et même si hier j'ai dit intraday la journée sera plutôt haussière, en l'occurrence ici ce qu'on visait c'était le haut de range, globalement cette zone-là, pas vraiment de intraday, vous auriez pu laisser un runner, aucun souci avec ça. Personnellement j'ai clôturé tous mes runners en long. Maintenant, oui, petit mégaphone intermédiaire également, ça j'en ai pas parlé hier. Mégaphone c'est un élargissement symétrique de sommet, c'est exactement la même chose que la grosse structure que je vous ai montré tout à l'heure en daily. Et là en l'occurrence, la target de celui-ci, puisqu'il a cassé, là pour le coup on peut estimer que c'est bon, il est ok. Et bien la target de celui-ci, elle aurait été d'aller à 56 000 et elle est touchée. Ça y est, on y est, donc ça c'est fait. Donc du coup, peut-être qu'on va virer même ce fameux mégaphone intermédiaire. Pas trop la peine de l'avoir sous les yeux. Le flag, moi, ça m'embête. J'aurais bien aimé ici qu'il y ait une belle structure comme ça. Maintenant, on est obligé d'accepter un peu les mèches aussi. Donc ce flag, il existe. Donc possibilité d'aller à 62 par rapport à ce flag, effectivement aussi. Personnellement, j'utilise moi le chartisme pour avoir un point d'entrée, une visibilité, un endroit où TP, etc. Toutes ces choses-là. J'estime pas que chaque figure chartiste va aller exactement là où je veux. Donc j'ai bien entendu énormément ici de TP partiel. Et c'est pour ça qu'en l'occurrence, là, encore une fois, sur mes longues, je visais 55. J'ai eu 55, très bien. On regarde aussi, on en parle de cette petite trend là qui est perdue. Alors, on va dire ça comme ça. On va dire ça de manière très simple même. J'essaie ici de vous montrer, j'espère que vous les voyez. D'accord ? Moi j'aime beaucoup les points pivots comme technique, c'est-à-dire que et je commence à détester Macintosh. Alors, enfin Apple. Alors, ici, bam, on fait cette trend. Déjà, on en perd une ici, comme ceci, d'accord ? Et ici, on perd celle-ci. Si on avait une grosse correction, déjà, je dirais que 53,4 pourrait être un endroit relativement intéressant où venir revisiter. Ensuite, point pivot, je parle de ça parce que on a une trend ici. Si on vient à perdre celle-là, pour moi, c'est assez facilement un retour également au 55,6. Intraday. Sentiment dégradé, oui. Attention, alors on va le mettre ici par exemple. On se rebase ici sur le 15 minutes. J'ai un très beau break ici de cette trend baissière, là. D'accord ? Pour moi c'est un triangle, un peu, ça c'est une triangulation. C'est-à-dire que là on est en train de sortir finalement d'une compression. On avait une petite compression comme ceci. D'accord, je vous l'ai montré là, petite traîne en bas, petite traîne en haut. Ici, on sort tout de suite du triangle, on fait une running flat. Si on devait l'expliquer en héliotisme, ça serait une running flat. Est-ce qu'on va continuer comme ça ? Peut-être. C'est-à-dire, j'aurais pas trop tendance ici, moi, à dire que c'est un wedge, un fanion, mais pourquoi pas. Ce que j'aime pas, c'est ça qui me fait me dire que un peu de mal. Ici, en tout cas, vous avez un W. Vous avez énormément de targets que vous pouvez prendre par rapport à cette figure. Déjà, la target du fanion en lui-même. Et là, on va parler juste d'un triangle symétrique de sommet. Elle est de revenir visiter 57. Donc ça, c'est prenable au retest. Ici. Ça, c'est la première target. Deuxième target, si j'estime que tout ça, c'est en fait finalement un fanion. Fanion, ça veut dire je prends un drapeau. Et je considère qu'on a fait une correction en haut de ce drapeau et qu'on va... C'est le mouvement AB égale CD que je vous expliquais littéralement tout à l'heure. Là, je pense qu'on peut dire que entre cette petite structure-là, et ça c'est plus gros pour moi. Ça fait partie d'une autre time frame, on va le dire comme ça. Donc si on part là-dessus, et que c'était un fanion, le fanion pour le coup, contrairement au flag, vous le mettez en haut, c'est-à-dire vous le mettez à la cassure, ici. Et là c'est pareil,
même zone, hein, à peu près 62, 63, mais là ça nous dirait j'y vais tout droit, hein, à la différence de retest du bull flag que je vous expliquais tout à l'heure, ça nous dirait j'y vais tout droit. Donc pour moi tout se passe ici dans cette structure d'une quinzaine de minutes, entre guillemets, structure 15 minutes, qui est de dire, est-ce que déjà je valide la prise de ce plus haut là, et comprenez que pour un fanion, moi j'aime pas ça, enfin... Voilà, c'est pour ça, je ne considérerais pas du tout un fanion ici. Est-ce que donc je vais refuser ici et revenir retester mon flag sur la zone des 51-52 encore une fois, c'est-à-dire marquer, souvent après une belle journée de hausse, on a quand même une journée de correction, marquer une correction. Ou alors est-ce que je pète directement et je continue comme une fusée à tout simplement avoir des bons influx ETF, etc. Pour moi, finalement, le fait qu'on aille à 62 ou 64 000 $, en tout cas, est un scénario extrêmement probable. La seule question ici, c'est est-ce qu'on a eu réellement cette cassure? Je reviens sur la structure de Hybit sur laquelle on a commencé cette vidéo. Et est-ce que cette cassure va retester ou pas? Voilà. En l'occurrence, l'idée ici, c'est soit on revient revisiter cette zone, je rappelle, là on était autour des 50 000 $, c'est-à-dire on reteste ce fameux flag, et derrière on fait le move pour aller dans ce que nous dit Hybit 64, dans ce que nous disent pas mal de target chartistes 64 également, dans ce que nous dit l'élargissement symétrique de sommet sur des sommes, sur des time frames plus importantes, on a un potentiel de 72, c'est-à-dire un nouvel ATH. Donc ça c'est une belle question je pense, c'est-à-dire de se dire est-ce que là on n'a pas un peu trop de monde dans le train et qu'on va finalement devoir corriger la quasi-totalité de ce mouvement, hein, finalement, c'est un peu ça l'idée. Vous comprenez, ici, ça serait sur un retest. Là, on est à 50, hein, sur ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai mis ce beau support ici. Si on revient tester le flag aujourd'hui, comprenez bien que ça veut dire qu'on rebondit à peu près sur les zones, finalement, précédentes. Pour l'instant, vous comprenez qu'on va ouvrir ici. Hein. Ça, c'est la zone pré-market, d'accord? Ici. Donc, on est déjà quand même à mi-chemin sur la target, quasiment. On va voir. Sincèrement, voilà. Pour moi, j'irais plus dans l'idée d'une correction. Maintenant, je shorte pas pour le moment tant que j'ai pas une vraie structure. C'est-à-dire, pour moi, une vraie structure, il va falloir que ça se construise sur quelque chose de l'ordre du 1h, 4h. Voilà. Pour le moment, alors, on en perdra une partie, malheureusement. Mais voilà. Pour le moment, j'aime beaucoup cette mèche de défense, sous-entendu pour shorter. Hein. C'est-à-dire que ça a été vendu assez fort et assez vite. Maintenant... donc on a un niveau ici, vous l'aurez compris, je vais vous le mettre en 15 minutes. Il est à peu près par là. Désolé, vidéo très longue, mais quand il y a des breakouts comme ça, c'est bien de se poser les bonnes questions. Et en l'occurrence ici, voilà, l'idée de départ, c'est de se dire, j'ai cette information, que ceci n'est que de la prise de liquidité pour le moment, et que dans une time frame 15 minutes, le prix n'a jamais réussi à s'installer au-dessus de cette zone-là. C'est l'information que me donne cette mèche. Si j'arrive à venir à clôturer déjà une 15 minutes au-delà de ce niveau-là, et là il est mal mis, il devrait être, je suis bien en 15 minutes, oui, il devrait être légèrement plus haut. Donc déjà j'ai quand même une information ici assez haussière. Alors on est plutôt par là. Si effectivement j'ai cette information là qu'on y arrive, à ce moment là ça peut-être valoir le coup de se dire bon, on peut aller chercher plus haut, etc. Maintenant j'ai également cette information que on a perdu la trend ici initiale, donc qu'on est peut-être en train de souffler pour un petit peu plus longtemps, ça c'est une première chose, ou encore de se positionner pour un double top. Ok. À partir du moment où on aura le double top, on sera à la cassure de la structure. La cassure de la structure, elle est quand on casse la ligne de coup du double top. Donc venir ici échouer, par exemple dans cette imbalance là, venir échouer là-dedans et revenir chercher une imbalance précédente est tout à fait possible. Et là, on parle plutôt de systèmes de trading qui sont plutôt dans l'idée de SMC, ICT, etc. Où est-ce que j'ai une imbalance en bas? Pour moi, la plus proche, et dans la même time frame, etc., elle est plutôt par là. Donc attention à ce mouvement qui finalement vous dise, je retourne à 52,
pour sortir tout le monde. Et par contre ici, on aura le même mouvement, peut-être dans l'autre sens. Donc ça, voilà, ça serait quelque chose que j'aurais tendance ici à éventuellement jouer. Maintenant, pour le moment, j'ai pas la structure qui me dit « Ok, c'est bon, tu peux rentrer short ». Et en l'occurrence, petit bambou qui monte, eh ben, il faut faire attention parce que sinon, petit chinois n'aura rien dans son bol de riz. Donc du coup, voilà, on va ici vraiment plutôt rentrer pour moi sur une cassure de structure. Qu'est-ce que ça veut dire? Une cassure de structure, encore une fois, c'est perdre vraiment la ligne de coup de ce W, et après on essaiera d'intégrer quelque chose soit sur la trend supérieure, etc. pour là, effectivement, prendre le COS, la continuation de structure. Bien évidemment, dans chacune de ces choses-là, vous avez un flag aussi. Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre un choix dans un sens. Et puis, voilà. D'où l'idée d'avoir un risk management et un trade management en béton pour tout simplement, ici, avoir une bonne... au final, voilà, une bonne réussite en termes de gains. Trade management en béton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne vais pas risquer la maison sur un trade ici contre tendance, je vais plutôt venir risquer la machine à laver, ok? Encore que c'est pratique une machine à laver quand même, mais voilà, vous comprenez ici l'idée. En tout cas, c'est tout simplement de faire un maximum de trades sur de la plutôt petite position, et quand vous tentez du trade contre tendance, et ben tout simplement de pas insulter la structure haussière d'une certaine manière. Ne pas insulter la structure haussière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là je vais pas être insultant envers la structure et dire qu'on va passer sous 50, puisque là visiblement j'ai eu un plus haut et on a cassé, d'accord? Auparavant, j'insultais pas la structure en disant qu'on allait venir sous 42. Maintenant qu'on a eu ce push supplémentaire et ce plus haut supplémentaire, mon plus bas local, il va plutôt être autour des 50. Donc je vais plutôt, si je viens à chercher un retracement baissier, aller chercher un higher low, un haut plus haut que le précédent, machin, tout ça. Enfin, vous connaissez. Voilà l'idée, en tout cas, que je me fais un petit peu de BTC actuellement. C'est superbe. Encore une fois, on est sur des très très beaux mouvements. J'imagine que vos wallets sont à l'explosion. Personnellement, je suis super content parce que les trucs que j'ai rechargés sur cette zone un peu de latéralisation et le petit dip qu'on a eu sur les alt, c'est les trucs qui performent super bien. Donc là-dessus, je suis très très content. Je m'apprête à prendre un petit peu de profit sur certaines des altcoins. Je m'apprête aussi à lourder des altcoins. J'ai 62 alt moi en ce moment. Donc c'est trop, je préfère avoir un wallet autour de maximum 35, voilà, quelque chose comme ça. Donc tout ce que j'ai, soit sur des petites sommes ou tout ce qui a bien performé, je vais essayer réellement d'enlourder une petite partie. Et c'était le plan, c'est-à-dire le plan c'était de dire, proche de l'ATH, on va nettoyer un peu le wallet et on va se concentrer sur les choses les plus intéressantes. Enfin, les plus intéressantes, oui. Concrètement, également, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je sais plus. C'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. Oui, concrètement, voilà, quand même, on est sur des niveaux d'open interest assez importants. On est sur des niveaux de funding assez conséquents, maintenant 0,04. Par contre, vous le voyez ici, on a du petit shorter de bambou vert, et ça, en l'occurrence, c'est plutôt bon pour une continuation haussière. Encore une fois aussi également, étant donné que les wallets s'apprécient, etc., on va pas se priver d'envoyer la fusée. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas envoyé, et donc on va se faire ce petit plaisir quand même, petit plaisir phallique s'il en est, de s'envoyer cette fusée Bitcoin qui, sincèrement, nous régale depuis désormais facilement un an. Et bien de profiter également, et d'avoir ici encore une fois on a je dirais cette chance d'être quand même relativement très early sur un marché qui a un potentiel énorme. Et en l'occurrence, je crois qu'il faut s'en féliciter. Il faut être content d'avoir continué à investir, à acheter les bas, etc. quand on était dans ces zones-là finalement. Et là, du coup, c'était quand même plutôt, on va le dire, sévèrement burné, et bien de rentrer sur ces niveaux-là. Et on l'a fait.
Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Ah, j'ai pas dit mon scénario privilégié, voilà, c'est pour ça que j'étais pas bien. C'est pour ça que j'étais pas bien et que moi la chaîne ici, encore une fois, elle me ressemble. Je fais le channel que je veux. De toute façon d'ailleurs, c'est littéralement l'idée. Je fais le channel que je veux et donc du coup, j'ai toujours plus ou moins un scénario privilégié. Vous comprenez ici que la question, elle se pose tout simplement en dire est-ce que ce flag va retest ou pas. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'autres nécessairement questions. Étant donné qu'on a cassé des niveaux de rejet weekly précédents, je pense que on ira à un moment donné dans la zone des 62-65 et c'est quelque chose qu'on a beaucoup défendu sur l'idée de cet élargissement symétrique de sommet notamment, mais c'est plutôt la vision de la structure ici. Est-ce qu'on continue finalement à pousser ou pas? Est-ce qu'on va avoir retest de ce flag ou pas? J'aurais tendance à vouloir que oui, parce que vous le comprenez, là ici, ça y est, je ne suis plus en position, j'ai TP sur la totalité de mes idées, donc c'est pour ça que dans l'esprit, je vous disais, moi j'espère plutôt un retournement. Maintenant j'ai un biais, en vous disant ça, j'ai littéralement un biais, puisque j'aimerais avoir mon entrée. Donc c'est un scénario privilégié qui est extrêmement biaisé, mais pour moi pas déconnant, voilà. Pourquoi? Parce que effectivement on commence à taper des niveaux intéressants en termes de funding, etc. On a nettoyé la One Week en termes de liquidité, c'est pas très propre. Maintenant le CVD spot il est ultra propre également à la hausse, vous le voyez ici, cumulative volume delta sur le spot, extrêmement propre à la hausse. J'ai pas la demande au spot est là. J'ai effectivement des gros spreads ici. Moi j'aime bien quand les spreads sont positifs mais pas trop gros. C'est-à-dire ici je sais que les longueurs ont une certaine force et je sais que on est plutôt sur un mouvement normal. Là on a poussé fort sur les spreads, mais vous voyez qu'on est déjà revenu à des niveaux cohérents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comprenez que les spreads, qu'est-ce que c'est? C'est la différence finalement entre, en fait c'est perp moins spot. Le prix du perp moins les prix du spot, ok. Ça veut dire que j'ai plus de longueur sur le marché. Si le perp est plus cher que le spot, ça veut dire qu'on est plus plébiscité à l'achat sur les perps que sur le spot, ok. Moi, j'aime bien quand même quand ces spreads sont positifs et qu'ils le restent, mais sur des niveaux qui restent relativement faibles. Ici, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que, et encore une fois, je le lis moi au travers de le fait qu'on nique cet open interest là, excusez-moi pour le terme, mais c'est pour ça que les spreads augmentent finalement. C'est-à-dire que je me retrouve avec un spread effectivement positif et très fort, qui sous-entend que les perps sont surévalués par rapport au spot en raison de trop de longues, mais c'est en raison de la diminution des shorters qu'on avait. C'est-à-dire que là, on vient casser tous les vendeurs sur un des deux marchés, mais on ne casse pas nécessairement les vendeurs sur le spot, ok, puisque les vendeurs sur le spot, c'est le carnet d'ordre. Vous file le carnet d'ordre ici, donc c'est les gens qui ont vendu là, qui ont vendu là, qui ont vendu là, etc. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'effectivement, il y a cascade de liquidation, etc. Les spreads sont passés un peu trop forts dans le positif, mais c'est pas extrêmement inquiétant puisqu'on est déjà revenu sur des spreads autour de 54 $. Et donc du coup, moi j'aime bien ce genre de période où effectivement dans les mouvements haussiers, on a des spreads qui montent, mais très vite le spot se remet et il rejoint plus ou moins, là 54 $, c'est pas grand chose, il rejoint finalement plus ou moins son ami des perps, d'accord? Et ça nous dit que pour moi, c'est pas extrêmement non plus inquiétant sur le moment. Par contre, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est ça. Mais vous voyez que c'est tempéré par cette idée que finalement, dans cette descente, on a du shorter qui s'accumule. Enfin, dans cette latéralisation même plutôt, on a du shorter qui s'accumule là-dedans. Donc, voilà. Voilà un peu l'idée. Donc, plusieurs questions là-dedans. Est-ce qu'on va venir prendre le top déjà des 58 000, hein, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça, 58 000. Pour moi, ça dépendra de petits bambous. Mais j'aurais tendance à dire que pour le moment, non. On a peut-être besoin de faire une correction peut-être un petit peu plus importante. Et encore une fois, ici, je suis un peu biaisé puisque j'ai envie de reprendre du long plus bas. Cela dit, après... Moi, personnellement, je me réjouis. Je regarde mon wallet en ce moment, c'est fabuleux. Donc, du coup, j'ai envie pour mon trading, on va dire, mais d'une certaine manière, ça me va comme ça également. Hein. Bien sûr, sur le scénario un peu plus long terme, je suis extrêmement content que tout ça se mette en place. Donc, retour à 52, pourquoi pas.
Scénario privilégié ou pas? Est-ce que le retour à 52 est un scénario privilégié? J'aurais tendance à dire que oui, dans cette zone-là quand même, c'est pour ça que je vous en parle, hein, tout simplement, c'est-à-dire de là faire ça, retracer et derrière refaire le mouvement supplémentaire. Qu'est-ce que ça nous donnerait en structure? Moi j'aime bien dessiner la structure telle que je la vois. Et ben ça nous donnerait, on tiendrait peut-être quelque chose comme cette trend-là. Voilà, un retour à 51-52 et ensuite on push-up. Maintenant, si ça casse ici et si ça part en haut, ben on n'est pas dans ce train entre guillemets en long, on vient d'en sortir même, mais c'est pas du tout un problème. On aura ici une appréciation de nos wallets et ça fait zizir. Donc voilà un peu comment je vois les choses. Déjà ce niveau 15 minutes doit me parler. La cassure ici de cette distribution est également parlante, enfin cette compression plutôt. Donc là on est quand même plutôt haussier pour le reste de la journée. Est-ce qu'on va venir prendre ce top là ou pas? Pour le moment moi j'attends. C'est-à-dire que je vais rester sur le côté du marché, sauf pour les trades qui sont déjà en cours. Je vais rester sur le côté, je vais regarder et je vais attendre. Est-ce que si jamais on reteste ça et qu'on vient casser ce top, je rentrerai longue? Je ne sais pas encore, je ne sais pas trop, ça dépendra un peu de la suite. Voilà les amis, 1h10 de vidéo, je pense que c'est la vidéo la plus longue de la chaîne, mais pour moi c'est un des breakouts les plus intéressants de l'année, donc ça c'était important ici de faire le point là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Le halving est probablement en train de se pricer. Est-ce que c'est un problème? Non, pas réellement. De toute façon, faut pas aller contre. Voilà. Il faudra juste faire attention au moment du halving. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit sell de news? Ça, c'est quelque chose qu'on mettra un petit peu dans l'idée. En tout cas, on continuera d'observer ce qui va se passer au moment du halving. Attention que pile au halving, eh ben, on n'est pas finalement une session assez vendeuse. Les afflux ETF spot sont excellents, mais vraiment excellents. Et il est possible qu'on ait un problème au niveau des OTC desk, c'est-à-dire qu'ils soient vides. Et ça, finalement, ça met dans une configuration intéressante, puisque ça ne s'arrête jamais. L'histoire est peut-être là-dedans, c'est-à-dire que chaque dip est racheté par les OTC desk. Et finalement, on est sur quelque chose, un cercle vertueux qui peut nous pousser sur des niveaux stratosphériques. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait quand même déjà évoqué depuis un moment sur la chaîne, plusieurs années. Donc du coup un ETF spot est effectivement vertueux pour Bitcoin. Donc attention au halving, ETF spot c'est un grand oui. Attention ici au retest, ceux qui veulent long faites-le, mais encore une fois mettez pas la maison, mettez plutôt la machine à laver. Le lave-vaisselle c'est utile aussi. Mettez plutôt le tableau que vous avez dans le salon, mais l'art est utile aussi. Bon bref. Et voilà un peu l'idée. On est sur des très très belles poussées en ce moment, poussées de laquelle quand même profitent les altcoins, et ça c'est extrêmement appréciable. Voilà, on est dans une config super intéressante. On est vraiment ici, je pense, sur une zone où c'est extrêmement intéressant. Regardez les divergences, toutes ces choses-là, pour moi ça n'a pas vraiment de sens là-dedans. Ouais, non, ça n'a pas extrêmement de sens. Plutôt sur des grosses time frames, j'ai envie de dire. Mais là, on n'aura pas, pour moi, des choses vraiment extrêmement intéressantes à se mettre sous la dent. Voilà, on n'était pas du tout également, et ça, j'ai aucun problème à le dire. Nous, on était vraiment plus en train de jouer, rouvrir encore plus gros sur la zone des 48,5, même par ici. C'est pas du tout ce qu'on a eu, d'accord? Donc ça, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, voilà, quand je suis entre guillemets pas dans une position, je le dis. Ici, moi, j'ai touché sur tous mes runners. En revanche, hier, je me mords un peu les doigts parce que j'ai fait la vidéo. J'ai dit, je pense que comme on est en train de péter cette distrib là, on est plutôt retour au de range et j'ai même pas pris ce trade là. Donc en l'occurrence, j'aurais pu ici jouer un runner supplémentaire qui aurait probablement été pris aussi au niveau des 55. Pas de regret, parce que tout simplement c'est les vacances. Moi je passe du temps avec mes gamins. Je vous fais les vidéos quand même, etc. Mais voilà, je passe du temps avec des gamins. Et soit dit en passant, d'ailleurs, je repars en week-end à partir de demain. Enfin, c'est pas vraiment un week-end. Mercredi, jeudi et vendredi. Je serai probablement de retour vendredi après-midi. J'essaierai probablement de faire une vidéo demain matin assez courte avant de partir. Mais c'est pas une certitude. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. J'ai dû vous éclater les oreilles. Je vous laisse là-dessus. C'est super. En tout cas, on se régale. Et voilà, n'hésitez pas à vous congratuler d'être effectivement sur ce marché qui nous propose quand même des très très jolies choses. Donc voilà, soyez heureux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Question du jour. C'est un bordel innommable sur mon bureau. J'ai déjà posé probablement cette question.
mais quelle est votre fréquence de rangement de votre outil de travail? Et là, moi, en l'occurrence, je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment extrêmement chargé. J'ai une petite zone de survie de la souris qui a quand même ici cette vocation à bouger, encore que elle est vraiment, vraiment en ce moment relativement confinée. C'est Guantanamo en fait pour ma souris. Et voilà, mais j'en ai partout, il va falloir que je range. Donc voilà, ranger, hein, c'est aller chez Ikea, trouver des meubles de rangement et ranger. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et encore une fois, appréciez ces moments-là. Faites attention au sens où, comment je vais dire ça? Un bull run, c'est un petit peu comme une fête où il n'y a que des jolies filles. Non, c'est pas sexy ce que je vais dire là. Non. Une des grandes choses qui sont importantes à cette fête-là, c'est de pas trop se bourrer la gueule. Excusez-moi le terme aussi, mais c'est peut-être ce qui vous permettra de effectivement être un peu le king de la soirée à la fin. C'est-à-dire que vous serez en capacité d'être le Sam de la soirée. Vous aurez 3 places dans votre voiture. Et du coup, vous pourrez passer une très belle soirée en compagnie de la jante féminine. Et donc, métaphore était douteuse, mais comprenez bien ici que le bull run, c'est ce que j'ai expliqué également hier. Le bull run, c'est le Super Bowl. Le bear market, c'était l'entraînement. Donc là, vous allez commencer à rentrer dans le dur. Et est-ce qu'on est en bull run ou pas? Pour moi, on est peut-être potentiellement en train d'attaquer une parabole. Dans les niveaux précédents... Oui, voilà, pour moi, on n'est pas à l'abri d'un coup de froid, c'est-à-dire une correction substantielle pour redéleverager et repartir. Mais vous voyez qu'en termes de... Enfin, on n'a que des belles choses. Même pour ceux qui vont utiliser ici tout ce qui est chartisme, etc., vous avez des flats, vous avez des corrections qui sont, somme toute, vraiment intéressantes. Voilà. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. 1h15 sur celle-ci. N'hésitez pas à les mettre en x2. Comme ça vous fera tout simplement 37,5 minutes. Ça sera peut-être plus rapide. On se voit demain. Portez-vous bien. Et encore une fois, appréciez le moment.